I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. Arrivé il y a quelques jours sur Netflix, The Social Dilemma présente tous les dangers des réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas trop aimé ça. Alors voici un documentaire de Social Dilemma qui promettait un petit peu son pesant de cacahuètes avec des interviews d'anciens responsables de Facebook, de Twitter, de Mozilla Firefox, bref, un ensemble de personnes qui semblaient vraiment intéressants, qui pouvaient apporter un point de vue. Et puis, au final, je vais être honnête, j'ai pas appris grand-chose malheureusement. Ouais, j'ai pas appris grand-chose, j'ai trouvé le documentaire incomplet et aussi manquant parfois de nuances, notamment sur certains domaines. Alors voici les faits. The Social Dilemma déjà parle de la dépendance aux réseaux sociaux, au web d'une manière générale. Évidemment, il fallait l'aborder. Évidemment, ça fait des années qu'on en parle. C'est le gros thème qui revient et honnêtement, bon, ça va pas beaucoup plus loin que ce qu'on sait déjà. Des sites comme Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube ont pour unique but de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son écran. Bon alors c'est vrai que c'est surtout pour les plus jeunes que ça devient problématique parce qu'on le voit notamment dans les transports en commun, ils sont pas mal scotchés sur leur téléphone portable et donc c'est une réelle problématique, je ne peux pas le nier, bien au contraire. En revanche, je trouve que ça aurait été vraiment pertinent de le nuancer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'éléments, beaucoup de nouveaux outils qui permettent justement de contrer un petit peu cette dépendance. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a pas mal de plugins justement qu'on peut installer, que ce soit sur les navigateurs mais également dans les applications pour un petit peu réguler ces éléments-là, que ce soit Windows, que ce soit sur Apple, que ce soit également sur les applications directement. Donc, il faut savoir qu'il existe des éléments un petit peu pour se réguler et je trouve que c'est dommage, le documentaire, jamais il n'aborde ces éléments-là, jamais. Donc ça, c'est déjà un petit moins ce que je pense qu'ils auraient pu aborder s'ils n'avaient pas été autant à charge. Bon, puis après, si on part de ce principe-là, il y a aussi le mode avion qui peut permettre de base de s'organiser un petit peu avec son téléphone. Honnêtement, quand j'ai repris les études il y a quelques années à Montréal, ben oui, quand j'ai dû réviser pour des partiels, j'ai mis en mode avion parce que sinon les notifications rentraient sans arrêt. C'est un b.a.-ba, hein, vraiment. Après viennent les applications éventuellement si vous voulez les réguler, mais le b.a.-ba c'est de se mettre en mode avion, peut-être pour être tout simplement plus proactif, en tout cas plus actif. Et là, à ce niveau-là, le documentaire, pas du tout. Le deuxième élément par rapport à la dépendance qui m'embête un petit peu, c'est que si on part de ce principe-là, la dépendance aux réseaux sociaux, la dépendance au web, dans ces cas-là, on peut pointer n'importe quoi d'autre qui puisse être addictif également. Que ce soit la télé, manger dans un paquet de chips, il y a plein d'éléments qui fait un paquet de bonbons, par exemple pour les enfants. Enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire que peut-on reprocher réellement à un nouvel élément de devenir addictif alors que plein d'autres avant le sont passés et que tout le fonctionnement réside en fait dans l'éducation qu'on va pouvoir faire des enfants et non pas dans la façon de le consommer. Est-ce que justement, ça n'est pas une priorité à mettre sur l'éducation pour permettre tout simplement de réguler ça avec les plus jeunes? Parce que même si les plus vieux, on le sait, sont addictifs à ça, ben, eux le savent qu'il existe des moyens un petit peu de se réguler, c'est juste qu'ils ne le souhaitent pas. Mais pour les jeunes, en l'occurrence, je pense que de la même manière qu'on va réguler un enfant sur l'utilisation de sa console de jeu ou sur l'usage des dessins animés, bah, il va falloir le faire évidemment sur les réseaux sociaux. Et à ce niveau-là, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti dans le documentaire, c'est-à-dire on a dit c'est addictif et donc c'est forcément une mauvaise chose. Donc là, je trouve ça dommage. Vous savez, le principe des addictions, c'est un petit peu complexe, mais quand on voit, il y a quelques années, la femme d'une ancienne personne décédée qui avait eu le cancer des poumons, qui s'était mis à poursuivre la CITA parce que, en gros, fumer de la cigarette, ça tue. À un moment donné, je pense que ça peut pas marcher. On peut pas rejeter systématiquement la faute sur quelqu'un d'autre ou en tout cas une application, un réseau social ou ce qu'on veut. Alors niveau dépendance d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le documentaire est diffusé sur Netflix qui est le premier à mettre en place des systèmes pour rendre ses utilisateurs dépendants. Donc à ce niveau-là, qu'on tape un petit peu là-dessus, c'est assez ironique.
Alors deuxième élément, la haine que peuvent engendrer les réseaux sociaux, évidemment, c'est également au cœur du sujet et on peut le comprendre parce que c'est une réalité. Un rappel du code pénal qui interdit les paroles haineuses, en tout cas la publication de messages à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la liberté et possiblement à la dignité humaine. L'article 227-24 est d'ailleurs régulièrement mis à jour à ce niveau-là et il l'a été encore pas plus tard que le mois dernier, au mois d'août de cette année. Alors forcément, face aux dérives du web, les réseaux sociaux sont une cible évidente. C'est la porte ouverte au déversement de haine, on le sait, ça fait des années qu'on le voit. Blanche Gardin le dit même très bien dans son dernier spectacle à propos de Twitter. J'avais jamais vraiment passé du temps sur Twitter, je me suis dit à un moment qu'il faut quand même voir comment ça marche. Et je me mets un soir, 20h, devant Twitter. À 4h du matin, j'y étais encore. Je disais, waouh, bien envoyé, Snoopy 93, waouh. Avant, qu'est-ce qui se passait avant? Tu sortais du travail, tu coupais avec le travail, t'allais au bistrot, t'allais t'en jeter un ou deux, t'allais dire de la merde pendant 2-3 heures, bon. Mais à un moment, le bistrot, il fermait. Là, ça ne ferme pas, c'est en continu, c'est 24 heures sur 24. Puis c'était pas grave, ça portait pas à conséquence que tu disais au bistrot. Au pire, le lendemain, le patron était là. Bon, il a dit un sacré paquet de conneries, Michel, hier. Hein, il en tenait une bonne. Ah bon, il a dit quoi, Michel? Bah, je sais pas, j'étais bourré aussi. Bon, voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est regarde ce qu'il a dit, Michel, en 2014. Les gens sont en danger. Non, moi, je pense sérieusement qu'il faut faire une loi. Il faut fermer Twitter. À minuit, on ferme. Moi, je dis, allez, je pense que tout le monde a assez dit de conneries, là. Tout le monde doit aller faire un gros dodo. Vas-y, un dernier pour la route, fils de pute. Voilà. Alors, ce que je trouve dommage dans le documentaire, c'est qu'à aucun moment, on parle du fait que Facebook est en train, depuis 5 ans, de prendre des mesures là-dessus. Alors, je ne peux pas vous donner mon avis sur l'ensemble des réseaux sociaux. D'abord parce que ce serait trop long et puis parce que je ne connais pas chaque réseau social dans ses méandres. Mais Facebook, depuis quelques années, a nommé des modérateurs. Alors, c'est peut-être de son fait, mais à mon avis, il s'est senti un petit peu obligé aussi par le fait qu'il était régulièrement pointé du doigt. Et donc, il y a un ensemble de modérateurs qui, aujourd'hui, va tout simplement essayer de réguler son réseau social pour qu'il n'y ait plus ces incitations à la haine, qu'il n'y ait plus ces commentaires haineux. Alors bien évidemment ils peuvent rester, mais en tout cas ils vont être sanctionnés. Alors il faut savoir quand même que Facebook a embauché depuis 2017 30 000 personnes pour la modération. C'est pas rien. Il suffit de regarder Cache Investigation de l'an dernier et vous verrez que la vie de modérateur sur un réseau social tel que Facebook, c'est pas évident. Mais c'est quelque chose qui est une préoccupation pour les réseaux sociaux. À aucun moment dans le film, on nous l'avance. Troisième élément, l'utilisation des données. Évidemment, on ne pouvait pas faire abstraction du fait que les données personnelles qui sont mises sur les réseaux sociaux sont potentiellement utilisables à son insu, bien entendu, à l'insu de l'utilisateur. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'absolument toutes les activités qu'ils exercent en ligne sont regardées, traquées et mesurées. La moindre action que vous faites sur le net est soigneusement étudiée et enregistrée. Ils savent quand vous regardez une image et pour exactement combien de temps. Bon, ça évidemment c'est complètement vrai, on le sait d'une manière générale. Toutefois, nombreux sont ceux qui aujourd'hui contournent Google via des VPN, via des applications qui sont sécurisées telles que Telegram et qui potentiellement passent en dehors des sentiers battus pour éviter qu'on utilise leurs données personnelles. Encore une fois, évidemment, il faut être un petit peu initié pour la cause, mais ça existe et à aucun moment on nous l'évoque. Alors, largement bafouées, les données personnelles en l'occurrence sont complètement volées d'une manière générale. Alors quand je dis volées, c'est un gros terme, mais en tout cas c'est sûr que les réseaux sociaux les utilisent à des fins commerciales, en tout cas pour servir leurs clients. Ça, on le sait, ça fait des années et c'est une réalité. Donc c'est bien que le documentaire le mette en avant. En revanche, pour l'Europe, on le sait, la CNIL a créé le RGPD il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, et à aucun moment il est évoqué. C'est-à-dire que même si sa mise en application est un petit peu lente et que la CNIL commence à sévir progressivement, en tout cas d'abord dans les grands groupes, mais pas encore dans les petits, bref, on le sait que ça existe, que ça va venir progressivement dessus, que en tout cas il y a un progrès et il est complètement éludé dans le documentaire. Absolument aucune info sur le RGPD, la CNIL, que dalle. Beaucoup de gens pensent qu'ils vendent nos données. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de Facebook de faire ça.
Que font-ils de ces données? La réalité, c'est qu'ils s'en servent pour surtout segmenter potentiellement et pour aider à ce qu'on appelle le machine learning. Alors, ça m'en amène au point suivant, la manipulation de nos comportements à des fins financières. Bon là, évidemment, c'est peut-être l'argument le plus convaincant puisqu'on le sait, aujourd'hui, c'est nos données personnelles qui permettent de mieux vendre de la publicité et le documentaire le montre très bien. En tout cas, le montre pas vraiment, mais disons que les témoignages sont bons par rapport à ça et ils l'expliquent bien. À aucun moment on nous montre une publicité sponsorisée, à aucun moment on nous montre non plus comment cibler justement pour qu'une campagne atteigne une audience et pas une autre, à aucun moment on nous parle non plus de ce qu'on appelle le remarketing, retargeting. C'est des choses pour lesquelles on sent que peut-être le réalisateur ne se sent pas à l'aise à aller dessus et c'est dommage parce qu'au final ce sont des choses réelles qui existent, qui nous servent en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, c'est certain. En revanche, d'un point de vue consommateur, d'un point de vue utilisateur, on pourrait se plaindre justement de voir des publicités adaptées à leur situation. Donc là, à ce niveau-là, oui, le documentaire réussit son analyse. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Beaucoup de gens se disent « Google est un simple moteur de recherche et Facebook est un endroit pour savoir ce que font mes amis et voir leurs photos ». Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils se battent pour capter notre attention. Alors sur ce point, le documentaire de Jeff Orlowski, il recadre un petit peu en rappelant que les annonceurs, en fait, ils payent pour avoir l'accès à l'attention des utilisateurs. Alors, tout comme certains paieraient pour avoir des spots télé ou des encarts dans des journaux ou dans des revues. Enfin, à un moment donné, c'est quand même, on peut prendre du recul et se dire est-ce que justement, ça n'est pas quelque chose qui a été fait dans le passé? Certes, moins ciblé peut-être, mais des revues spécifiques, spécialisées, elles peuvent être exactement segmentées aussi. Donc, bon. En fait, d'un point de vue entreprise, je ne vois pas en quoi les réseaux sociaux sont plus amoraux que faire de la publicité dans un journal ou dans un spot télé. D'ailleurs, les plateformes digitales sont pointées du doigt comme les responsables de tout ce merdier quand on permet à des institutions électorales de faire de la propagande directement en ligne comme on l'a vu il y a quelques années au niveau des élections américaines. Qui est responsable selon vous? Ce sont ces plateformes digitales qui sont responsables. Après tout, ce sont bien elles qui contrôlent les publicités des campagnes électorales. Et ce sont aussi elles qui sont responsables de la santé des jeunes quand elles prennent le relais des dessins animés à la télé. Alors, ce que le documentaire ne dit pas, c'est qu'il déjà, il y a sur Facebook par exemple, l'obligation de rentrer dans certains critères pour faire de la publicité et au fur et à mesure des années, ils ont de plus en plus restreint ces dispositifs. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, par exemple, de payer pour de la vente d'armes, pour de la vente d'alcool, pour la vente de drogue, pour des services financiers, pour des éléments un petit peu d'assurance aussi. Enfin, il y a un ensemble d'activités déjà qui ne rentrent pas dedans. Bon, cela paraît évident, mais les standards sont de plus en plus restrictifs et il faut savoir que c'est suite un petit peu au précédent scandale qu'ils sont devenus restrictifs. Alors, les derniers en date étant des enjeux électoraux qui arrivent pour la prochaine élection américaine et justement là ça s'est encore durci. Suite aux désastres des précédentes élections, eh bien celles de 2020 vont être clairement montrées du doigt, donc là ils ont pris beaucoup de mesures. Selon des derniers communiqués de presse de Facebook, l'application va déjà proposer un pop-up, en tout cas des affichages qui permettront de montrer en priorité des informations précises et vérifiées. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, un renforcement des mesures de surveillance soit en cours afin qu'il y ait une suppression plus rapide des commentaires haineux et des incitations de vote. Super, ça a marché. J'enchaîne avec une autre vidéo. Magnifique. Je glisse une pub pour des baskets entre les deux. Un des éléments qui est super intéressant dans le documentaire, c'est la mise en parallèle de toutes ces interviews de professionnels avec une petite famille. Alors c'est une fiction, un moment fictionnel, avec une petite famille et notamment à l'intérieur potentiellement de nos machines, l'algorithme qui est immortalisé par des personnages qui décident à quel moment ils peuvent ou non envoyer des notifications ou des éléments spécifiques à la famille, notamment au plus jeune garçon qui lui est très ouvert aux réseaux sociaux. Et je trouve que cette fiction est intéressante et surtout permet de voir un peu à la manière de Truman Show comment potentiellement l'algorithme fonctionne. Bon, on est lancé.
Tu peux envoyer un post de 07990442388820 Rebecca. Très bonne idée. Ils sont pas loin si j'en crois leurs coordonnées GPS. Il est prêt pour une pub. J'ouvre les enchères. Vendu. Alors justement, les algorithmes et la polarisation, c'est aussi quelque chose qui est fortement montré du doigt, pointé du doigt dans le documentaire. On y apprend que l'algorithme, et en tout cas les algorithmes, sont créés un petit peu pour montrer à ses utilisateurs ce qu'ils s'attendent potentiellement à voir ou à lire. Bon, bah, jusque-là, rien de nouveau. Enfin, je veux dire, on le sait depuis des années que, en gros, l'algorithme est fait pour faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps sur l'appli et donc forcément, on lui montre ce qu'il a envie de lire. De là à nous y passer encore un quart d'heure dessus, bon, personnellement, j'ai trouvé ça... Alors, où est-ce que ça va? Ben, ça va jusqu'à la polarisation des peuples. C'est-à-dire qu'en gros, l'algorithme faisant qu'on ne voit que des choses qui nous plaisent et qui nous paraissent nous brosser dans le sens du poil, en gros, à partir du moment où on va rencontrer des gens qui ne pensent pas la même chose que nous, ben, visiblement, on va se foutre sur la gueule. Excusez-moi l'expression. Donc, là, à ce niveau-là, on voit beaucoup d'images d'archives, on voit beaucoup de choses justement sur les États-Unis où les personnes se battent les uns contre les autres entre démocrates et républicains. Et donc, il y a eu beaucoup de choses après les campagnes américaines qui ont dit, en gros, c'est la faute aux réseaux sociaux, les gens sont polarisés, les démocrates n'ont jamais été aussi loin des républicains. Bref, les gens ne se comprennent plus, ne s'entendent plus. Ouais, possible. Ceci dit, le documentaire, il est foncièrement américain et à très peu d'autres moments dans le documentaire, on va voir à l'extérieur des États-Unis. Alors, on nous cite un petit peu l'Italie, l'Espagne, la France. 3 secondes, hein, 3 secondes. On nous cite la Birmanie, peut-être 20 secondes. Et puis le reste, rien. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, une étude qui se voudrait un minimum intéressante, bah, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus large que les États-Unis où on le sait. Bon, alors, je ne vais pas dire que les gens sont limités, mais en tout cas, les gens sont effectivement très ancrés dans leur spécialité, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils voient. Mais c'est le fait est que là-bas, c'est très spécialisé. En général, ça fonctionne par branche. En tout cas, chez les Européens, que je connais aussi très bien, puisqu'on est en Europe à l'heure actuelle, on a une culture générale qui est à mon avis plus large et on a tendance à s'entendre avec des personnes qui ne pensent pas forcément les mêmes choses que nous, mais bon, évidemment, il n'y a pas d'étude sociologique qui est faite à ce niveau-là dans le documentaire. Toujours est-il que le montage, il est fait de manière extrêmement vif, extrêmement alarmiste. Et là, d'un seul coup, on se retrouve presque dans un épisode de Years and Years. Pour ceux qui l'auront vu, je trouve que, qui ont vu la série, je trouve que c'est très proche. C'est-à-dire qu'en gros, les peuples ne s'entendent plus du tout. On se fout sur le nez et donc en gros, plus rien ne va. Mais à la rigueur, effectivement, ce sont des images de journaux télévisés et ce sont des journaux aussi potentiellement très localisés, comme je l'ai dit. Hein. Si vous tapez le changement climatique est dans Google, vous allez avoir des résultats différents selon votre localisation. Dans certaines villes, vous aurez des termes du style « le changement climatique est un canular ». Dans d'autres, vous pourrez avoir « le changement climatique est en train de détruire la nature ». Ce n'est pas la vérité qui est mise en avant quand vous faites votre recherche, mais bien le lieu où vous vous trouvez et les centres d'intérêt que Google vous connaît. Alors oui, les réseaux sociaux ont impliqué la notion de fake news, c'est évident. N'importe qui aujourd'hui peut se dire « je suis mon propre média, j'ai droit à la parole et donc je peux dire ce que je veux ». Donc forcément, les fake news, on le sait, sont 6 fois plus propagées qu'une news normale, vérifiée et qui vient de vrais médias. Mais là encore, l'algorithme nous donne à manger ce qu'on veut voir, ce qu'on veut tout simplement apprécier. Chaque personne s'informe avec des faits différents. Lorsque ce phénomène se produit à grande échelle, il devient impossible de prendre en compte, voire même de lire une information qui n'est pas en accord avec votre vision du monde. C'est une réalité qu'on connaît depuis des années. Il n'y a pas que la Covid-19 qui se répand rapidement. Un flot de fausses informations sur le virus se propage en ligne. Le fait de boire plus d'eau pour drainer le coronavirus hors de son corps est un mythe parmi tant d'autres qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors oui, il y a une grosse partie laissée aux fake news dans le documentaire. Encore une fois, des éléments archi-traités par les médias, en tout cas en France, depuis une bonne quinzaine d'années. En gros, ce que je peux reprocher au documentaire, c'est un documentaire très à charge contre les réseaux sociaux et qui ne fait quasi aucune place à des arguments un petit peu plus nuancés. À aucun moment on évoque
les seuls intérêts de ces réseaux sociaux, comme l'étendue évidente de l'information qu'on peut trouver sur YouTube. Alors évidemment, il y a tout et son contraire, on y trouve à boire et à manger, mais on peut énormément se former aujourd'hui sur des réseaux sociaux tels que YouTube, mais même d'autres en l'occurrence. Moi, je passe un temps important à me former grâce à des conférences, à des tutoriels, à des éléments sur des nouveaux outils, et une plateforme comme YouTube me sert énormément. Alors oui, je comprends qu'un nombre de fake news importants circule, mais il y a aussi une énorme documentation qui circule et qui peut être de première utilité. À aucun moment non plus, on précise que les réseaux sociaux, lors de la Covid, les réseaux sociaux ont réussi pour des entrepreneurs, pour des commerçants et des artisans à garder le contact avec leurs clients. À aucun moment, on ne voit un aspect positif des réseaux sociaux. C'est le principe de thèse-antithèse jamais vu. En l'occurrence pour les Américains, dans ce cas de figure, ça n'existe pas. Alors rapidement, en intro, on nous rappelle que les réseaux sociaux ont pu avoir quelques intérêts, quelques avantages pour les personnes quand elles sont arrivées sur les réseaux. C'est très facile aujourd'hui d'oublier le fait que ces réseaux ont également contribué à accomplir des choses incroyables dans le monde. Ils ont permis de réunir des familles, de trouver des donneurs d'organes. Des changements importants et systémiques ont pu être réalisés grâce à ces outils. Moi, ce que je reprocherais principalement au documentaire, c'est d'éluder une partie de solutions à ces problèmes-là qui sont en cours. Ça fait quand même quelques années pour certains éléments que j'ai cités jusqu'à présent qui sont en cours, que ce soit la modération, que ce soit les applications qui permettent tout simplement de filtrer et de ne pas s'engager sur un réseau social. Le documentaire ne fait pas état du RGPD, j'en ai déjà parlé. En revanche, les intervenants choisis étaient de très grande valeur et leurs interviews sont vraiment très intéressantes. Mais bon, visiblement, c'était tendance de faire un documentaire sur les réseaux sociaux. On le voit, Envoyé spécial a fait cette semaine un sujet sur le smartphone. Sommes-nous tous dépendants ? Visiblement, c'est un sujet tendance. Pour conclure, on pourrait dire que le film critique deux cibles spécifiques. D'abord, la technologie qui répercute sur ses utilisateurs des comportements douteux, destructeurs, et la culture du capitalisme important qu'il a produit. Sous-entendu, les GAFA qui ont besoin de se rémunérer de leur outil. Alors, je n'ai lu à l'heure actuelle aucun contrepoids de journalistes sur ce documentaire. Ils passent leur temps à dire « Regardez le documentaire qui fait état de notre dépendance aux réseaux sociaux, c'est important, c'est sur Netflix, etc. » On en voit beaucoup d'articles, je dirais plutôt communicants, qui n'ont pas vraiment de fond. En tout cas, je n'ai lu à l'heure actuelle rien d'autre que « oui, les réseaux sociaux, c'est mal ». Alors, je vais juste terminer en disant que ce qui est pointé du doigt dans ce documentaire, malheureusement de manière très simpliste à certains niveaux, c'est ni plus ni moins que le même type d'invention quand elles sont arrivées qui me rappelle par exemple la télévision. Malheureusement, on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu faire une thématique beaucoup plus élaborée qui aurait été peut-être plus intéressante, plus complète, et malheureusement, le documentaire s'arrête beaucoup trop tôt à mon goût.